Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro du débat du dimanche, le décryptage de l'actualité africaine et internationale. Nos invités sont Adam Thiam du Républicain et de arawanexpress.com, Etienne Fakaba Sissoko, économiste chargé de cours à l'Université de Bamako, Shana Takiou du 22 septembre et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Premier thème, le président des États-Unis déclare la guerre à l'État islamique pour Barack Obama. Les terroristes de l'EI n'auront aucun refuge. C'était au cours d'une allocution télévisée à la veille de l'anniversaire des attentats du 11 septembre. Barack Obama, que nous écoutons ici. Nous n'hésiterons pas à mener des actions contre l'État islamique en Syrie comme en Irak. C'est un des principes de base de ma présidence. Si vous menacez un Américain, vous ne serez jamais en sécurité. Voilà, si vous menacez un Américain, vous ne serez jamais en sécurité. Shana Takiou, Obama qui lui aussi veut avoir sa guerre en Irak. Obama a déjà sa guerre. Il a déclaré la guerre aux islamistes et je pense que c'est parti, mais je doute fort s'il va gagner cette guerre-là, parce que selon la stratégie officielle, il s'agit de bombardements en Irak, en Syrie. Bon, tout le monde sait que quand il y a bombardement, on peut trouver refuge quelque part, on peut se cacher des mois durant, des années durant, et puis surgir encore. Et je pense que les bombardements seuls ne suffisent pas pour que Obama puisse gagner cette guerre-là. Il faut aller au-delà des bombardements. Il faut, je pense, qu'une opération terrestre pour parvenir à bout de ces terroristes. Et il fallait peut-être s'y attendre avec les assassinats de journalistes, d'Américains, Britanniques. Il fallait peut-être s'attendre à ce que la Maison-Blanche corse un peu le discours. D'abord, moi je dis qu'il y a une hypocrisie qui entoure quand même cette déclaration de guerre. Quand vous regardez les pays aujourd'hui, les États-Unis qui déclarent la guerre, 3 Américains sur 5 détiennent une arme à feu. L'économie de tous les pays de l'OTAN, que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, tous ces pays-là, leur économie dépend des industries d'armement. Quand vous regardez la France, par exemple, dont l'usine d'armement a permis de créer, pour l'année 2013 uniquement, 136 000 emplois. Et une augmentation de 46% de leur budget alloué à cette question-là. Donc, je dis, c'est bien de faire la guerre, mais on fait la guerre parce qu'il y a des armes. Et ce sont ces pays de l'OTAN, justement. La comparaison est-elle faisable ici, puisque ces pays, ces puissances dont vous parlez, n'utilisent pas ces armes-là comme le fait l'État islamique. Bien sûr. Quand vous regardez, les États-Unis sont allés en guerre contre l'avis de toute la communauté internationale, qui les ont dissuadés d'aller à cette guerre-là. Donc aujourd'hui, ils ne récoltent en réalité que le fruit de ce qu'ils ont sémé. Et je vais aller plus loin en disant... Très rapidement, quelle est la communauté internationale qui a dissuadé les États-Unis d'aller à cette guerre-là? Avant de laisser la parole aux autres, finissez rapidement. Ouais. Quelle est cette communauté? Aujourd'hui, la France était par exemple... opposé à la déclaration de guerre quand le président irakien, l'ex-président irakien était là. Donc aujourd'hui, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on déclare une guerre alors qu'on aurait pu l'éviter. Cette guerre aujourd'hui est faite parce que le trouble qui existe a été créé justement par une intervention de ces mêmes États-Unis. Donc on joue aux pompiers et ça ne marche pas à tous les coups. On va en parler tout au long de l'émission. Serge Daniel. Oui, ce que moi je voulais dire, c'est que Obama tient un beau discours, mais la méthode ne va pas suivre. La méthode ne va pas suivre parce que pour mener une guerre, il faut des troupes au sol. Et aujourd'hui, il n'est pas du tout prêt à engager des troupes américaines au sol en Syrie et en Irak, puisqu'il dit lui-même qu'il va mener la guerre en Syrie et en Irak. Mais ensuite, ce qui va se passer très rapidement en Syrie, vous allez voir, ils ont tous condamné le président Bachar. Aujourd'hui, ils seront obligés de négocier avec lui, puisqu'on constate enfin qu'il mérite peut-être qu'on parle avec lui sur le plan de la lutte contre les islamistes. Ce que je voulais terminer en disant que je ne vois pas du tout les Américains prendre la tête d'une coalition de forces terrestres, si vous permettez, tout simplement de forces terrestres pour aller combattre en Irak et en Syrie. C'est plus des mots
que des actes, à mon avis. Ok, plus des mots que des actes, Adam Cham. Bon, je crois qu'ils vont, à partir du moment où l'Amérique déclare la guerre à l'État islamique en Irak et au Levant, et elle va agir. Le fait qu'elle n'ait pas de troupes au sol ne veut pas dire qu'il n'y a pas de troupes au sol. Je pense qu'il y a effectivement un jeu de rôle tel que la suprématie aérienne, c'est les États-Unis, mais les troupes au sol, c'est les Kurdes et d'autres qui vont venir. Et je crois que ce qui s'est passé vaut largement effectivement que la guerre soit déclarée, parce que c'est un califat islamique qui a été installé en Irak. Et puis bon, c'est vrai que sans l'erreur gravissime des États-Unis en 2002 contre l'Irak, parce que c'était une guerre illégale, à vrai dire, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, mais la situation s'est tellement dégradée avec l'État islamique au Levant et en Irak et au Levant que effectivement la communauté internationale est inquiète et qu'on peut justifier effectivement que les puissances comme les États-Unis, la France et l'Angleterre aujourd'hui s'allient pour essayer d'éradiquer le phénomène. On a tendance à comprendre le mot hypocrisie de Chen, si l'on se réfère au fait que les États-Unis n'ont pas déclaré la guerre à la Syrie qui avait utilisé des armes chimiques, plus de 30 000 morts de victimes civiles avec Bachar al-Assad, mais il a fallu que 2 journalistes américains puissent être décapités. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus parce que l'opinion publique américaine a été choquée et qu'il faut peut-être lever la front? De ce point de vue, peut-être qu'on peut comprendre le mot hypocrisie des États-Unis. Ce n'est pas la même chose. Bachar al-Assad, c'est un État. Est-ce que c'est un État et il constitue un dispositif très sérieux au Moyen-Orient. Alors que l'État islamiste, ce sont des barbares. C'est un État aussi. Non. Il y a le mot État de Non. Bachar al-Assad a un État légal, reconnu par l'ONU. Alors que l'État islamique, ce sont des barbares. Qui ne sont pas dignes de ce siècle. Qui ont créé un État fantoche. Donc ce n'est vraiment pas un État et qui s'attaque aux intérêts européens et américains. Vous connaissez la politique américaine. On ne touche pas un cheveu d'un Américain. Donc vraiment, je pense que le fait de tuer les 2 journalistes a été le prétexte tout trouvé pour attaquer ces islamistes-là. Et je pense que les islamistes constituent un danger pour tout le monde. Pour les Américains, pour les Arabes eux-mêmes. Pour nous-mêmes en Afrique de l'Ouest, ils constituent un danger pour nous. Parce que ce sont les islamistes qui ont occupé Tombouctou, Gao, Kidal, avec toute cette barbarie à laquelle nous avons assisté. Aujourd'hui, les islamistes n'ont pas leur place dans le monde actuel parce qu'ils prétendent lutter au nom de l'islam, alors que tout le monde sait que notre islam tolérant n'est pas celui-là qu'ils sont en train de prôner. D'accord. Adam Cham, juste pour établir 2 vérités, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas en train d'intervenir parce qu'il y a 2 journalistes américains qui ont été tués. Justement, c'est parce que les États-Unis sont intervenus que 2 journalistes américains ont été tués. Ils avaient commencé les bombardements au Kurdistan depuis quelques mois. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que en fait, qu'est-ce que Barack Obama a fait? Il est venu avec un discours pacifiste et légaliste. Et donc c'est normal qu'il ne s'attaque pas à la Syrie parce que il n'y a pas eu de résolution pour attaquer la Syrie à cause des vétos soviétiques et des vétos russes et chinois. C'est pas Barack Obama qui était au pouvoir à l'époque quand Bush décidait d'ignorer le truc des Nations Unies. Et ce que Barack Obama a fait d'ailleurs, c'est mettre fin à la guerre, à la présence américaine en Irak, avant de revenir sous cette forme-là. Il y a quand même l'émotion suscitée par la mort des journalistes.
Ça, c'est évident. Donc, il y a un Britannique qui a été tué, responsable d'une ONG qui vient d'être... Donc, évidemment, Barack Obama était obligé de tenir un discours de fermeté en disant vous n'allez pas, on ne tue pas impunément avec toute impunité. Celui qui tue un Américain aura des problèmes avec moi. Donc, c'était tout à fait normal qu'il, de manière solennelle, il s'exprime comme ça. Maintenant, sur le terrain, je reste persuadé qu'il ne ramènera pas des troupes au sol. Or, si vous n'amenez pas des troupes au sol dans cette zone-là, je ne vois pas comment vous pouvez, après les frappes aériennes, et c'est Anata qui vous l'a dit tout à l'heure, lorsque vous menez des frappes aériennes, il y a des cibles, vous ratez des cibles, vous atteignez des cibles, mais ça permet à d'autres islamistes de se cacher, de se planquer, si vous voulez, dans cette vaste zone-là. Je ne vois pas, moi, personnellement, une guerre contre les islamistes en Irak et en Syrie réussie si nous n'avons pas des troupes au sol. Surtout que il a son agenda, Obama. Obama est là, c'est son dernier mandat. Si vous voulez mener une opération de grande envergure, il faut 1 an. Si vous mettez 1 an, le nombre de victimes qu'il y aura, alors que lorsqu'il est arrivé, vous vous souvenez qu'il a dit « Non, moi, la guerre en Irak, stop, je ramène mes soldats à la maison ». Donc, il est plutôt entre la question du budget. Ensuite, le coût de cette guerre, ça c'est très important. Ok, Etienne, vous avez demandé la parole. Oui, il y a d'abord la déclaration de guerre est une réponse à l'assassinat des 2 journalistes. Cela est très clair. Et deuxième chose, c'est que là où je suis pas d'accord avec Chana, c'est quand il dit que quand il décrit les islamistes. Oui, c'est vrai, il faut décrire les islamistes. Mais tout ça a commencé comment? Tout ça existe pourquoi? Parce qu'il y a une prolifération des armes. Parce que les grandes puissances internationales sont aujourd'hui en train de faire de l'armement le soutien de leur économie. Vous avez vu récemment, les Russes ont décrété vouloir injecter 700 milliards pendant les 5 prochaines années uniquement dans l'armement. Et quand vous prenez également les pays comme les États-Unis, où la Constitution, le 2e amendement de la Constitution permet justement à tout Américain de détenir une arme à feu. Parce qu'il y a prolifération des armes justement, parce qu'on n'arrive pas à contrôler vers qui ces armes-là vont, qu'aujourd'hui les islamistes sont en train de s'emparer de toutes les villes. Et ces pays-là ont intérêt à ce qu'il y ait des foyers de tension un peu partout dans le monde pour que justement leur économie survive. C'est ça la question. Adam, avant de conclure le sujet. Oui, c'est-à-dire que ce que tu as en Irak, c'est une partie des Irakiens en train de tuer d'autres Irakiens. Quelle que soit la puissance militaire de ces pays-là, et je suis d'accord avec vous que c'est eux qui font les armes, mais ils ne sont pas en train de se tuer, de s'entretuer. Les Américains. Les Américains comme les Européens. Ce n'est pas les Américains qui arment. La preuve n'est pas encore établie que ce ne sont pas les Américains qui arment les islamistes pour combattre Bachar. Cette preuve-là n'est pas encore établie. Bon, d'accord. La deuxième chose, c'est simplement qu'il y a un califat qui est installé. Et ce que les Occidentaux essaient de faire, c'est que ce califat ne devienne pas une réalité. Et je pense qu'effectivement, ils ont les moyens de faire en sorte que ça... On va progresser dans l'émission en parlant cette fois-ci de cette visite du président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est donc revenu ce samedi de la Chine, où il a pris part à la 8e édition du Forum des nouveaux champions. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés entre Bamako et Pékin dans des domaines aussi stratégiques que la construction de routes, de ponts, l'agriculture, l'économie, l'éducation, entre autres. Avant d'en parler ici, quelques extraits, une compilation de l'ambiance de l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'accueil des dirigeants chinois a été à la hauteur, comme toujours. L'amitié, la vive amitié que ces dirigeants et leur peuple portent au Mali s'est illustré par tout ce que vous avez pu connaître, rendu par la presse qui nous a accompagnés. Ces nombreux accords qui, Inch'Allah, vont changer beaucoup de choses dans notre pays. Et également, cette cerise sur le gâteau, ce don exceptionnel sans contrepartie de 25 milliards de francs CFA accordés à la République du Mali. La Chine a l'amitié fidèle, la Chine a l'amitié constante. La Chine se souvient également
En un jour comme aujourd'hui, il est normal, il est séant que j'ai une pensée très reconnaissante à l'endroit du président Modibo Keïta et de son équipe, qui ont tracé les sillons de ce que nous vivons aujourd'hui et que les Chinois ne cessent de rappeler. Le grand visionnaire qui était le président Modibo Keïta a compris dès l'abord l'importance de la Chine. Voilà, c'est une adresse avec empreinte de l'humilité quand on fait allusion au président Modibo Keïta, la Première République, les pères des indépendances justement qui ont balisé l'axe Bamako-Pékin, Etienne Fakaba. Tout à fait. Et aujourd'hui, il y a deux choses qu'il faut dire. D'abord, la première, c'est que c'est une bonne chose aujourd'hui qu'on diversifie enfin les partenaires que nous avons. Et deuxième chose, c'est une bonne chose également. Sur l'allusion au président Modibo Keïta. Enfin, on dira enfin, il reconnaît la place qui revient à Modibo Keïta parce qu'on se souvient, lors de sa première déclaration, il n'a pas mentionné le nom de Modibo Keïta. Lors de sa prestation de serment également, il n'a pas mentionné le nom de Modibo Keïta, qui pourtant est le père de la nation. Donc aujourd'hui, revenir sur ce qu'il a manqué au tout début de son mandat ne peut être qu'une reconnaissance et reconnaître le mérite qu'on doit à ce grand homme qui a tout fait pour notre pays. Ok, maintenant la visite, les retombées. Donc la visite proprement dite, je ne comprends pas l'ambiance qu'il y a autour de ces quelques milliards, d'autant plus que ce n'est en réalité que le prix de l'avion présidentiel qu'on vient de recouvrer. Et deuxième chose que je voulais dire pour parler des retombées proprement dites. Déjà, je vois que Chana n'est pas du tout d'accord avec vous. C'est pas grave, c'est pas un problème. On se souvient, Macky Sall a fait la même visite en février et était revenu avec plus de 2500 milliards comme dans sa cagnotte. Donc aujourd'hui, à cause d'une miette de 26 milliards, je ne comprends pas cette euphorie. Maintenant, pour parler des contrats proprement dits. D'accord, sur ce point précis, on va peut-être laisser réagir Chana qui a fait partie de cette mission présidentielle. On ne peut pas parler de miettes, quand même les retombées, la moisson, elle a été vraiment fructueuse. Etienne est sous-informé. Il est sous-informé, il parle de miettes, il parle de maquis, 2000 milliards. Selon nous, nos informations, selon l'entourage présidentiel, les retombées de cette visite, c'est 5500 milliards. Donc le double de ce que Macky Sall a obtenu. Tu es sous-informé, il faut t'informer davantage. Tous les domaines ont été concernés. Ce n'est pas seulement les 25 milliards. Il y a la route de savoir. Tu es un professeur d'université. Non, je ne l'attaque pas. Les retombées. Parle-nous de ce qui a été conclu en termes de projet et de programme. Parce qu'il est universitaire, c'est pourquoi je commence par la route du savoir pour lui dire. Vous n'avez pas besoin de faire allusion à Etienne. Continuez avec les programmes. Mais c'est le nom de la route. La route du savoir, à partir de FEBAC, la FEBAC, jusqu'au niveau de Kabbalah, qui est une cité universitaire de 150 hectares. C'est 103 hectares maintenant. Il y a 40 hectares qui est en vue qu'on va ajouter sur la cité universitaire, ce qui va faire 143 ou je sais pas, 153 hectares pour la cité universitaire. Donc il y aura une route qu'on appelle déjà la route du savoir, qui va quitter au niveau de la FEBAC jusqu'à Kabbalah. Ça c'est compte. Un, deux. Non, mais ce n'est pas juste. Je vais vous dire, ce n'est pas juste de demander à Chahana de lister les projets. On va faire toute cette émission, je vais lister, ça ne va pas terminer. Tellement que c'est trop. Donc je vais dire quelques-uns, quelques projets seulement. Allez-y. Non, tu n'as pas cette information quand tu dis que c'est des miettes 25 milliards, alors que c'est dans les 550 milliards. Et tiens, donc tu n'as pas l'information. Tu n'as pas l'information, tu n'as pas cherché. Voilà. Non, ce n'est pas 25 000. Les réalisations. Il y a les autoroutes du Nord. Il y a le 4e pont à partir de Kabbalah jusqu'à Sébenikoro. Il y a le pont qui va relier Koulikoro à Ségou. Il y a le pont qui va relier le deux rives de Ségou. D'accord, on va en parler. Il y a l'agrandissement de la route de Koulikoro. Là, la question c'était juste. Il y a des barrages. C'était juste de dire que Etienne a parlé de miettes, que les retombées, ce ne sont pas des miettes. On va maintenant faire réagir Serge Daniel et Adam Tcham. Voilà, je vais réagir rapidement sur Modibo. Il est souvent arrivé au président de la République de faire référence à Modibo, parce qu'on est quand même sur un plateau
gâteau, il y a des choses qu'on va dire, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Ibeka fait souvent référence à Modibo et son rôle qu'il a joué. C'est pas à l'occasion. Mais en revanche, ce que je voulais me permettre de dire rapidement avant de continuer, il faut pas attaquer Etienne. On s'arrête là, on va s'arrêter là. C'est une visite qui est intéressante, importante en termes de retombées. Parce que j'ai vu le dernier chiffre officiel avant de venir ici. On a 5 500 milliards de francs CFA en termes d'engagement, je précise, en termes de convention, c'est-à-dire qu'il va falloir, après cette visite, puisqu'il y a une délégation qui arrive dans une dizaine de jours, pour signer des accords, pour confirmer tout ça sur papier. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une visite importante. Tout à l'heure, je souriais parce que j'ai vu la posture du président de la République, ça m'a rappelé le jour où il était en campagne électorale. Tout à fait, Jaram Cham, par rapport à cette visite. Oui, moi aussi, je vais rebondir sur le propos de Etienne. Franchement, je trouve que le président fait même trop référence à Modibo Keïta. Il est le président de la commission de réhabilitation de Modibo Keïta. Voilà, mais à mon avis, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il le fait. On évolue. Ceci dit, oui, c'est une très bonne visite. Je ne pense pas qu'on puisse être un bon Malien et ne pas se réjouir des retombées de cette visite. C'est quand même 10 milliards de dollars d'intention. Okay? Ce n'est pas des projets concrets. Il va falloir effectivement que notre capacité d'exécution, d'exécution nationale soit accrue pour que tous ces projets deviennent une réalité. Mais à mon avis, c'est un excellent démarrage pour l'an 2 d'Ibeka. Ce que je voulais ajouter rapidement, c'est que pour une fois, vous avez des projets qui ne se limitent pas seulement à Bamako. Vous avez des projets qui vont avoir lieu, qui vont se dérouler à Ségou, par exemple. À Tombouctou. Donc il y a une diversification des projets, mais encore une fois, ce qu'il faut espérer peut-être aujourd'hui, c'est la nomination d'un monsieur Grand Travaux de la République pour pouvoir coordonner justement la phase. Ça existe. Je ne savais pas. C'est une nommé. Ah oui, je ne savais pas. Madame Konari. Donc je ne savais pas. Donc, merci de me le dire. Le Grand Travaux pour coordonner justement la réalisation de ces projets-là. Et ça me semble important. Etienne. Il faut qu'on s'écoute sur ce plateau. J'ai dit qu'en période de crise comme celle que nous connaissons, il est toujours bon d'avoir quelque chose à mettre sous la dent en attendant que les choses aillent mieux. Que cela soit clair. Donc, qu'on ait de l'argent dans ce contexte précis, c'est quelque chose de louable. Mais je dis que l'euphorie qui entoure cela me pose un problème. D'autant plus que les projets dont il est en train de parler, quand vous dites dans vos journaux qu'il s'agit de la construction d'un chemin de fer Bamako-Conakry, je dis c'est faux. Il s'agit d'études de faisabilité. Ce n'est pas la construction. Mais pour construire, il faut une étude de faisabilité. Bien sûr. Et le contrat qui nous lit, on va parler un à un, vous aurez la parole. Non, vous aurez la parole. On va parler un à un. Il ne faut pas changer les données. Allez-y. Écoutez, Chana. Je ne change pas les données. Chana, laisse-le terminer quand même. Okay. Donc, il ne s'agit pas de construction. Il s'agit d'études de faisabilité. Non. Et aussi de recherche de financement pour la réalisation de différents projets. Et vous prenez un autre cas, qui est les bourses qui sont accordées à nos étudiants. 600 bourses. 600 bourses. D'abord, il y avait 115 bourses habituellement. 150. Qui sont passées à 600. Donc aujourd'hui, pour que nous puissions tirer avantage de ces 600 bourses, il faut déjà que ces personnes qui bénéficient de formation à l'étranger puissent revenir. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune politique qui est mise en place pour permettre l'insertion de ces gens. Donc, encore une fois, cela me pose problème. Troisième chose, allez-y, mais ne monopolisez pas, puisqu'on est 5 sur le plateau. Bien sûr, ne monopolisez je ne vais pas monopoliser. Allez-y, Et pour aller plus loin, vous prenez également d'autres secteurs comme la construction de ponts. Aujourd'hui, pour que nous puissions bénéficier de cela, il faut se dire que nos entreprises doivent bénéficier de ces projets. Mais chaque fois que la Chine nous donne un projet, c'est des entreprises chinoises qui exécutent le projet. Et le plus souvent, la partie technique de la réalisation de ces grands travaux est faite, et non pas par les Maliens, mais toujours par les Chinois. Donc le transfert de technologie dont on doit bénéficier de ces grands travaux-là, on ne le fait pas. Donc, encore une fois, ce n'est pas de l'argent frais qui va être injecté
dans notre économie. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'alléger le fardeau de la ménagère. Et dernière chose, vraiment, dernière chose, l'aménagement de 200 000 hectares au niveau de l'Office du Niger. C'est pas la première fois qu'on aménage. Il y a la Libye qui a bénéficié d'un tel projet, qui a fait la culture de tournesol à la place de culture vivrière qui aurait pu nous permettre de bénéficier de cela. Donc moi je dis encore une fois, il reste encore beaucoup de chemin pour mobiliser l'ensemble de ces ressources dont on nous a promis, et cela ne dépendra que de la compétence de nos autorités. Peut-être qu'avec Etienne, on ne s'entend pas sur les termes, mais un projet, c'est un début, il y a les études de faisabilité, mais la finalité, c'est le projet concret réalisé en termes d'infrastructure. Adam Cham et ensuite Chana Takiou. Je veux dire que nous avons besoin d'un communiqué officiel du gouvernement. On ne l'a pas. Ce que nous avons pour l'instant. Il est sorti il y a 1 heure, le communiqué officiel. Ah, ok, moi je ne l'avais pas vu. Mais ce que j'avais vu, c'était les articles de presse. Et donc c'est bon d'avoir un communiqué qui nous fixe sur ce qui est étude de faisabilité, sur ce qui est projet concret à financer, etc. Mais même quand c'est une étude de faisabilité, je ne pense pas qu'il faille passer. Non, c'est une avancée. Passer cette visite à la personne. Et je voulais ajouter une chose. Si Sana me permet, parce que Sana je lui arrache la parole, c'est que le Mali a quand même obtenu 18 milliards de dons, 18 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, vous n'avez pas un pays comme la France qui peut faire un don de 18 milliards de francs CFA à un pays. C'est-à-dire en cash flow, je veux dire. Les Américains... ils font 2 millions d'euros par jour pour Serval. Oui, mais ça c'est Serval. Je dis directement à un gouvernement. Ouais. Les Américains, c'est pire. Donc, on ne peut pas dire que la visite n'a pas été une réussite. Hein. Ouais. L'euphorie à laquelle Etienne fait allusion n'est pas... Personne n'a dit que ça n'a pas été une réussite. Voilà, on ne laissera même pas dire ça ici. Voilà. Le fait est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que nous nous mettions au travail pour que ces 10 milliards d'intentions soient des réalisations concrètes. Et justement, par rapport à cette question, notre reporter qui était à l'aéroport de Bamako nous a posé cette question au président Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce qui va être fait à court, moyen, long terme pour le suivi de ces projets-là? Nous l'écoutons. Nous veillerons personnellement à ce que, retour à Bamako, on ne vienne pas s'asseoir dans les ministères pour attendre faire. Je suivrai pas à pas ces dossiers-là. Voilà, je ne suivrai pas à pas ces dossiers-là. Non, il a parlé de fois, je n'ai pas parlé. Allez, ok, parle, vas-y. Je dis vraiment quelque part, Etienne est en train de passer à côté de la plaque. Non, je n'attaque pas. Non, je n'attaque pas. Votre point de vue, Chana, mon point de vue, j'ai dit, le gouvernement est parti avec des projets concrets. Ce n'est pas tous les ministres qui sont partis. Les ministres qui ont des projets concrets étaient en Chine. Enfin, tous les ministres n'ont pas signé là-bas. Tous les ministres n'ont pas signé. Il y a au moins 4 ou 5 ministres qui ont signé. Des projets concrets. Des ministres ont refusé des projets. Le ministre de l'équipement a refusé des projets parce qu'il a jugé que ce n'est pas bon pour le pays. Le ministre de l'énergie a refusé des projets parce qu'il a jugé que ce n'est pas bon pour le pays. Le ministre des Mines est toujours en Chine. Il y restera jusqu'au mercredi parce qu'il y a eu des projets. Il a dit à la partie chinoise d'aller revoir sa copie. Il n'est pas d'accord avec ça. Il reste jusqu'au mercredi pour finaliser ces projets. D'accord, on a 20 minutes pour conclure l'émission. Le troisième thème, depuis le 11 septembre, une mission du Fonds monétaire international. Les images vont venir d'un moment à l'autre. Une mission du FMI donc qui séjourne au Mali. Elle intervient dans un contexte où le Mali est privé d'appui budgétaire depuis 3 mois. La délégation a été reçue par le Premier ministre Moussa Mara. Ici, nous écoutons quelques réactions au micro de Ibrahima Traoré de la télévision malienne. Nous sommes là justement pour discuter de ces progrès. Dans une quinzaine de jours, quand la mission tiendra à sa fin, nous aurons l'occasion ensemble de faire état d'où nous nous retrouvons. Que je peux dire aujourd'hui, c'est que la coopération entre le FMI et le Mali est très étroite. Les problèmes auxquels le Mali fait face sont importants. L'urgence est là. Le FMI est là pour aider au gouvernement du Mali
pour trouver des solutions. On a mis en chantier ce à quoi on s'était engagé. Maintenant, on est là pour en faire l'évaluation et s'assurer sur comment on projette. Donc, entre-temps, il fallait s'organiser et puis financer les dépenses publiques. Bon, grâce à Dieu, les finances publiques ont suivi. Donc, on a pu payer les salaires, faire les dépenses essentielles de l'État et les dépenses prioritaires aussi. Donc, nous pensons que plus on avance dans l'année, on a besoin quand même de parvenir à un arrangement qui puisse nous permettre de renouer avec les décaissements en matière d'appui budgétaire général et spécifique qui sont tous liés aussi un peu aux résultats de ce que nous faisons comme travail pour améliorer le cadre macroéconomique. Chana, vous êtes optimiste quant à l'issue de cette mission du FMI. Est-ce qu'on peut les considérer comme des gendarmes de Washington en mission à Bamako? Ce sont des gendarmes, mais je suis optimiste parce que pour moi, dès le départ, le FMI n'a pas bien compris certaines choses. Il y a eu de l'intox, de la désinformation. Je pense que tout a été mis à plat. Des mesures correctives ont été édictées et le gouvernement on ne peut pas parler d'intox dans la mesure où, lors de son interview, le président lui-même a reconnu quelques manquements, des insuffisances. J'ai pas dit qu'il n'y a pas eu. J'ai pas dit. De la même manière qu'il y a eu des insuffisances, il y a eu de l'intox. Et des insuffisances aussi. Le FMI a été intoxiqué. Comment? Le FMI a été intoxiqué ou bien c'est la population qui a été intoxiquée? Non, j'ai dit qu'il y a eu de l'intox par rapport à l'avion présidentiel. Je prends un cas bien précis. Oui, d'accord, mais on parle du FMI. Le FMI s'est intéressé à l'avion présidentiel. On a annoncé plusieurs prix. 20 millions, 15 milliards, tant. Ils ont pris. Il y a eu beaucoup de mensonges sur l'avion présidentiel. Et le FMI a entendu beaucoup de discours. Donc il fallait pour le FMI avoir la bonne parole. Donc il y a eu des investigations. Je pense que le FMI a compris ce qui s'est passé. L'avion présidentiel aujourd'hui a été budgétisé dans le collectif budgétaire. Et puis Dieu merci, je pense que les choses sont en train de se remettre. Après que le FMI ait tapé du poing sur la table. C'est ça la gestion. Ouais. On est d'accord, il y a eu des erreurs, on a corrigé les erreurs, on avance. Okay. Il faut qu'on pourquoi vous ne voulez pas qu'on avance? Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Chana, Etienne Fakaba Sissoko, par rapport à cette mission du FMI? Il faut l'être au regard de la situation de notre pays. Mais ce que je voulais préciser, c'est qu'il y a 2 ou 3 étapes. C'est que après cette première étape qui s'est conclue par la reprise du partenariat que nous avons avec le FMI, il y a cette deuxième étape. D'abord, les dossiers qui ont été fournis vont être scrutés par les experts de la Banque mondiale et du FMI. Et après cette seconde phase, il va y avoir le rapport du vérificateur qui va être joint au rapport de cette commission. Et ensuite, le conseil, il va y avoir un conseil d'administration qui va se réunir au niveau de la banque de la Banque mondiale et du FMI. Et c'est à l'issue de cela que le conseil d'administration décidera, oui ou non, du déblocage d'une partie des fonds qui est estimée aujourd'hui à 12 millions d'euros. Donc, il y a encore du chemin et ce qui est important à souligner, c'est que lorsque vous suivez l'intégralité de l'interview, la Banque mondiale assure que le Mali a pris les dispositions. Ça veut dire qu'il y a eu en cours une relecture du code des marchés publics qui nous permettra d'éviter la faille qui a permis l'achat de l'avion présidentiel, qu'il va y avoir des réformes aussi qui vont être entamées pour justement nous permettre une véritable fluidité dans les finances publiques. Il y a une loi des finances rectificative aussi. Tout à fait. Mais on ne va pas attendre, contrairement à ce que dit Étienne, on ne va pas attendre jusqu'en décembre forcément pour avoir les décaissements. Parce que ça se passe comment? À la fin de la mission va écrire une lettre. On appelle cette lettre la lettre de confort. C'est-à-dire que si le Mali a ce qu'on appelle la lettre de confort, vous avez des partenaires comme la France, comme l'Union européenne, qui ne sont pas tenus d'attendre la réunion de décembre avant de procéder au décaissement. Donc si le Mali a une lettre de confort après la mission, si je sais de quoi je parle, c'est très pointu là-dessus. Si le Mali a la lettre de confort, si le Mali a la lettre de confort, vous aurez les bailleurs de fonds, les partenaires bilatéraux, comme la France par exemple, qui ne vont pas attendre décembre pour procéder à des décaissements. Mais je voulais terminer en disant qu'avant même le début de la rencontre, c'est-à-dire le jour où la mission du FMI est arrivée ici, de Washington, il y a eu une dépêche de l'agence France-Presse citant nommément un responsable du FMI qui annonçait que le FMI reprenait sa collaboration avec le Mali. Ok. Juste une précision, si vous permettez. Avant de donner la parole à Adam Cham, très rapidement. Ouais. Voilà.
le FMI ne débloquera les fonds que lorsque le conseil d'administration se réunira. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un crédit. La Banque mondiale et le FMI sont un chef de file. Un chef de file qui sont un gage de confiance. Si eux, ils vous donnent leur crédit, ça veut dire que tous les autres partenaires vous font confiance. Vous dites la même chose que moi, monsieur. Donc, les autres partenaires peuvent débloquer, mais pour l'argent qui doit être débloqué exclusivement par le FMI, cela ne sera fait qu'après la réunion du conseil d'administration. Adam Thiam. Je crois qu'ils sont en train d'aller vers une espèce de dégel, hein? Oui, de dégel, de compromis. Ceci dit, moi je préfère nettement l'entame de l'an 2 d'Ibeka, avec cette manne que nous avons de la Chine, qu'à ces deux scandales qui, pour la fierté, l'orgueil du Mali, sont pas bons. On ne peut pas revenir sur ce genre d'erreur, et je crois que très honnêtement, nous avons appris de ça, et il faut que ce soit probablement la fin de ce genre de divagation. Justement, c'est cela, hein, à moyen et long terme, qu'on n'assiste pas à des insuffisances, à des manquements de ce genre-là, qui, par finir, peut-être humilie l'image, humilie tout un pays, toute une nation. C'est-à-dire que c'est des domaines même de souveraineté. L'armée, ce que nous achetons pour notre armée, ça doit être top secret. Mais malheureusement, on a sorti toutes les faiblesses de notre armée, et même le ministre de la Défense avait dit une fois, je pense sur la radio de Serge RFI, que 3 soldats se partagent un fusil. 3 soldats se partagent un fusil. Le ministre de la Défense, Soumaïl Goubenega, l'avait dit, mais personne n'a repris ça encore. Moi, je pense que c'est des choses qu'on ne devrait pas dire. Peut-être on n'est pas à ce niveau-là. Non, moi, ma question, elle est précise, elle est claire. Ma question, elle est claire, elle est précise. Moi, je veux dire les manquements, les insuffisances que les plus hautes autorités elles-mêmes ont reconnues. Peut-être il faudrait qu'à moyen et long terme, qu'on n'assiste plus à cela. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, Chana, tu vas pas être plus royaliste que le roi. Le président de la République lui-même a reconnu que sur l'achat d'avions, s'il y a des erreurs, s'il y a eu des erreurs, qu'on va arranger tout cela, qu'on va corriger les erreurs. Donc on ne peut pas dire que sur l'achat de l'avion présidentiel, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Je ne l'ai pas dit. Voilà, bon, là, au moins on s'entend pour une fois. Sur le marché de l'armement, le président dit la même chose, il a dit, nous allons régler. Et c'est pour cette raison que je suis d'accord avec Adam Thiam, qui dit qu'il vaut mieux tourner la page. Pas tourner la page. Il faut bien regarder la page avant de la tourner. Non, c'est bien regarder. Il ne faut plus recommencer les mêmes erreurs. Je pense que ça, on peut le dire. Non, absolument. Voilà. L'autre chose que je veux dire, c'est, Chana, le FMI n'a pas dit que tu n'as pas le droit d'acheter des fusils. Tu as le droit. Ce qu'ils ont dit, c'est que la procédure de passation est telle que, ce qui est secret défense, qui peut être secret défense, tel que les fusils et autres. Ce sont les textes qui permettent ça. Ils ont demandé de changer cet article 8. Les textes n'ont pas été changés, donc nos textes sont nos textes, nous appliquons nos textes jusqu'à ce qu'ils soient changés. Non, Chana, c'est pour le bonheur du peuple. J'ai dit, ils sont en train de changer. Mais on ne peut pas faire le reproche à quelqu'un parce qu'il a respecté des textes qui existent. Maintenant, on s'est rendu compte que les textes ne sont pas bons. On est dans la logique, la dynamique. C'est les insuffisances qui ont été reconnues à un niveau beaucoup plus. Je n'ai pas contesté les insuffisances. Nous sommes dans la dynamique de les changer. Mais en attendant, les textes qui existent, on les applique. C'est-à-dire qu'il y a lui connaît mieux, il y a un paramètre qui est l'efficience. C'est-à-dire, c'est donc avoir le résultat au moindre coût possible. Si la recommandation du FMI, et c'est honteux que ce soit le FMI qui nous l'impose, etc., nous permet d'être efficient, ça veut dire qu'il y a plus de Maliens qui iront à l'école, plus de Maliens qui se soigneront, plus de Maliens qui mangeront. Donc je ne vois pas, ce n'est pas une question du gouvernement contre le FMI, comme tu as non, je n'ai pas dit ça. Le FMI, maintenant on laisse parler Etienne, vous avez la parole. Chana, on laisse Etienne à la parole. Allez-y Etienne. Ce qui est dommage, c'est que ce soit les institutions internationales qui nous obligent à corriger les insuffisances de nos textes. Aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé, il est clair que le code en matière de passation de marché public a des insuffisances. Donc la première chose, c'est de corriger cela. Deuxième chose qui est mise en avant, c'est la gouvernance. Il y a un problème
criarde de gouvernance. Donc, les réformes qui doivent être mises en place doivent aller dans ce sens-là. Il n'y a pas besoin que ce soit dicté par le FMI et la Banque mondiale. C'est les États qui doivent s'assumer et prendre cette responsabilité-là. Ok, puisqu'au Mali, on a tellement de financiers, tellement d'économistes que, voilà, dernier thème de cette émission, le deuxième round de pourparlers intermaliens d'Alger connaît quelques difficultés depuis le vendredi dernier. Le premier face-à-face entre les autorités maliennes et les groupes armés n'a pas pu se tenir. À la toute dernière minute, 5 des 6 groupes armés ont exigé le règlement d'abord du statut politique et institutionnel de l'Azawad. C'est désormais leur unique priorité. Chana Takiou, ces groupes armés qui posent désormais comme préalable le règlement du statut politique et institutionnel de l'Azawad. C'est un recul, un blocage dans ces pourparlers-là. Ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un recul. De tout le temps, c'est la même chose qu'ils avaient demandé. C'est-à-dire que dire qu'ils reconnaissent l'indépendance du Mali, la laïcité de l'État, tout ça là, et dans leur tête, ils savent ce que veut dire le fédéralisme. Pour eux, le fédéralisme ne veut pas dire mettre en cause l'unicité du pays, parce que le fédéralisme, c'est un État unique, unitaire, mais avec des entités, différentes entités. Ils réclament aujourd'hui le fédéralisme. Moi, je pense qu'il faudrait que le gouvernement soit suffisamment courageux et que la communauté internationale puisse accompagner le Mali dans cette voie-là, parce qu'il y a des principes universels qui existent pour aller vers un fédéralisme, permettre la création d'un État sur le référendum, qu'on accepte cette proposition et qu'on fasse le référendum dans le nord, à Tombouctou, Gao, Kidal, pour que la communauté internationale se rende compte que ces gens-là ne représentent rien, qu'ils ne parlent pas au nom des communautés de l'Azawad. Je m'excuse même de dire communauté de l'Azawad. Parce que tu vois, ils nous ont contaminés avec le nom Azawad, mais entre guillemets. Est-ce que vous voyez? Moi, je pense qu'il faut aller vers le référendum pour qu'on sache qu'ils ne représentent rien, pour que la communauté internationale sache, une fois du bon, que ces gens-là ne parlent pas au niveau des populations du Nord, qu'ils parlent à leur propre nom. D'accord. Il faut aller à l'autodétermination. Les agitations de Serana m'empêchent d'aller au bout de mes idées. J'espère que cette fois-ci, votre point de vue. J'espère que cette fois-ci, je vais aller au bout. Votre point de vue. D'abord, les blocages ne sont pas du tout surprenants de mon point de vue. Parce que la question de la représentativité dont j'ai toujours évoqué ici n'avait pas été réglée. Et on avait espéré que la feuille de route allait nous permettre d'aller un peu plus rapidement dans le processus de paix. Mais la question de la fédération dont on est en train de parler, le fédéralisme suppose d'abord que la décentralisation a réussi, que nous sommes passés à l'étape supérieure de la régionalisation et que c'est à l'issue de tout cela, le transfert de compétences ayant été véritablement effectif, le transfert de ressources ayant été effectif, que nous pouvons passer à l'étape de la régionalisation et du fédéralisme. Mais aujourd'hui, il apparaît clair que les insuffisances de la décentralisation n'ont pas été corrigées. Donc, aller à une forme de référendum je pense que c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Encore une fois de plus, je reviens à la charge pour dire que la démarche que nous avons entamée avec la Russie, à savoir continuer à s'armer, continuer avec la formation de nos soldats, continuer à équiper nos services de renseignement pour se préparer véritablement à la guerre et à celui-ci. Ok, Serge Daniel. Alors, je voulais dire que contrairement à Charana, moi je pense que les mouvements armés représentent quelque chose. C'est parce qu'ils représentent quelque chose qu'ils sont à Alger, et c'est parce qu'ils représentent quelque chose que le gouvernement a une délégation à Alger. Sinon le gouvernement ne serait pas à Alger. Mais ils représentent quelque chose. Maintenant, quant au fédéralisme, aux revendications maximalistes, etc., ce sont des techniques de négociation. C'est tout à fait, à mon avis, normal que si vous voulez avoir 2, il faut commencer par demander 6. Ce qu'on constate, en revanche, sur le terrain, et moi je m'attendais à cela parce que j'ai toujours estimé qu'il y avait des passerelles entre tous les groupes, c'est que vous voyez les faucons d'un côté, ceux qu'on appelait les faucons d'un côté, et ceux qu'on considérait comme les colombes de l'autre côté, sont pour le moment dans le même camp, font la même démarche, la même demande, à peu près, je crois qu'il y a un groupe qui n'est pas d'accord, mais qui veulent exister. Donc en technique de négociation, en termes de technique de négociation, ils posent le problème en disant, nous bloquons là-dessus.
Mais ils sont les premiers à savoir qu'ils ne vont pas bloquer là-dessus. Maintenant, il me semble que le gouvernement malien a demandé une pause pour mieux réfléchir ou pour apporter une réponse efficace à ce sujet. Je ne suis pas tellement inquiet. Ce sur quoi je suis inquiet, c'est sur la durée. Je pense, d'après les informations en ma possession, qu'on ne va pas avoir d'accord à Alger avant 2 mois, avant 3 mois, peut-être même à la fin de l'année. Adam Thiam. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'accord pour ce 22 septembre. Non, je ne le pense pas. Je le souhaite, mais je ne le pense pas. Le symbolique serait été fantastique. Je le pense pas. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui bloque à Alger. C'est même pas déjà la question du fédéralisme et autres, Chana. Je crois que c'est qu'est-ce qui bloque. Et pourquoi ça bloque à Alger. Et si ça bloque à Alger sur ces questions-là, est-ce que nous aurions dû avoir les négociations à Alger? Ce que j'avais pensé, c'est que l'Algérie était, mais vraiment, pour avoir été partie du problème, elle pouvait être partie de la solution. Et donc, je pensais que les revendications de la société civile que j'ai entendues à Alger n'auraient jamais pu être tenues là-bas. Et ce ne sont même pas les groupes armés, c'est la société civile. Et lorsqu'on décortique, on voit que les représentants des mouvements de société civile de Kidal étaient plus nombreux. Et donc ça biaise le débat, parce que si c'était des mouvements de Gao et Tombouctou, on n'aurait pas eu autant de revendications pour l'indépendance. Et l'enchaînement des revendications sécessionnistes à part de la société civile a probablement coupé l'herbe sous le pied des groupes armés qui, à Kidal et enfin à Ouaga, étaient récemment d'accord sur l'intangibilité de frontières, sur la souveraineté du Mali. L'intangibilité du Mali, l'intégrité du territoire, est-ce que par rapport à tout cela, moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu, le fait que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui conduise la délégation. Il est compétent, il est brillant, mais puisque c'est un problème intérieur, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ce soit le ministre de l'administration territoriale qui appose, qui conduise la délégation malienne, comme ça a été le cas lors des accords précédents, où ça ne veut absolument rien dire, la question n'est pas importante. Tout à fait. C'est le problème de symétrie. Le ministre est là-bas. À partir du moment où c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie qui désigne, et c'est ça, et que les négociations se déroulent en Algérie, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ok, 30 secondes avant de conclure la mission. Oui, moi je dis d'abord que où est-ce que ça bloque? Ça bloque justement au niveau du statut politique de cette partie de notre pays. Et les 5 groupes armés ont campé sur leur position de fédéralisme, qui ne peut pas se faire dans le contexte où nous nous trouvons. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'on a fait une erreur de déléguer le ministre des Affaires étrangères, parce que ça suppose que nous avons affaire à 2 États, et cela ne marche pas, parce que ce n'est pas un État, c'est une partie de la société malienne qui s'est révoltée. C'est d'ailleurs la société civile malienne qui aurait dû être à ces négociations et non même nos autorités. Oui, c'est sur ce donc que va prendre fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Thiam du Républicain et de arawanexpress.com, Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chargé de cours à l'Université de Bamako, Chana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Merci de l'avoir suivi. Le débat continue sur notre page Facebook et à très bientôt. Inch'Allah.